le maire, bonjour, merci de nous recevoir ici sur la commune de La Loubière. Oui. C'est important de le préciser parce que beaucoup disent la commune de Lioujas. Oui, c'est vrai. Voilà. C'est vrai. Donc après, il y a un choix, madame le maire, oui. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, la langue française évolue, on dit la mairesse, madame le maire. Vous préférez madame le maire. Oui, tout donc à fait. on va rester sur madame le maire. Merci. Voilà. Vous êtes également vice-présidente du conseil départemental. Vous êtes également vice-présidente de la communauté comtale Lot-Truyère. Alors on a fait un petit récap historique sur la commune de La Loubière. On remonte par exemple à 1793 où il y avait 200 habitants. Aujourd'hui, il y a 1529 habitants. Alors, ma première question, qu'est-ce qui attire les gens sur la commune de La Loubière ? Ah, c'est une bonne question. Je pense qu'il y a plusieurs choses. On ne peut pas nier que la proximité immédiate de l'agglomération ruthénoise est importante. Finalement, on est la première commune en dehors de l'agglo du Grand Rodez. On est aux portes du Nord-Aveyron, finalement. Donc je pense qu'à la fois cette proximité de toutes les commodités, quelles qu'elles soient, tout en étant dans un village rural, de toute façon, une commune rurale, en plein milieu du COS, attire de par ce côté et à la fois commode et à la fois être à la campagne. D'accord. On a pu voir également, on le verra sur la vidéo, beaucoup d'entreprises également oui. Sur la commune. Oui. On pense au transport rousset, à VGM. Qu'est-ce qui attire là aussi ? Oui, voilà. Mais on fera tout le tour des entreprises. Là aussi, qu'est-ce qui attire l'entreprise sur votre commune ? Là, je pense qu'en fait, il y a deux choses. La communauté de communes comtale Lot-Truyère, puisqu'en fait, les zones sont de la compétence de la communauté de communes, a fait le choix de développer d'abord des zones de qualité. Et en fait, on a quand même la proximité des axes routiers qui est important, avec le futur projet de la 88 qui forcément attire les entreprises aujourd'hui parce qu'elles savent qu'un jour ou l'autre ce sera fait. Moi, j'affirme qu'un jour ou l'autre et un jour prochain ce sera fait. Donc c'est sûr que c'est un attrait pour eux. On a fait le choix au niveau de la communauté de communes, en plus de faire des conditions tarifaires sur les terrains que l'on vend de la zone, absolument exceptionnelles. C'est-à-dire qu'en fait, on ne fait absolument aucun bénéfice, entre guillemets, sur ces terrains. On prend vraiment le coût de l'aménagement, ce que ça nous a coûté, on le divise par le nombre de mètres carrés vendables et on vend. En fait, c'est une manière pour nous d'aider les entreprises vraiment à l'installation. Elles ont besoin d'aide quand elles s'installent, pas quand ça fonctionne 10 ans plus tard. Donc le principe est que déjà, elles ne payent pas cher leur terrain pour leur permettre de se développer rapidement. Donc je pense que ça fait partie des points effectivement qui a des points principaux qui ont attiré les entreprises. Alors quand vous parlez d'entreprise, justement, on a vu récemment la société ATS, qui va d'ailleurs quitter votre commune pour s'agrandir. Le point de vue de Madame le maire sur ça, c'est une entreprise qui quitte la commune là. Oui, tout à fait. Par contre, on gardera la fierté que c'est une commune qui s'est développée ici, qui est née ici, qui s'est développée ici. On n'avait pas la capacité de toute façon à l'accueillir compte tenu de ce qu'elle demandait comme besoin de circulation autour de son entreprise, etc. On n'avait pas la capacité de les accueillir. Donc très honnêtement, bien sûr que j'aurais préféré qu'ils restent chez nous. Après, ça ne m'effondre pas. C'est une belle entreprise qui reste sur le département, qui va faire aussi briller son savoir-faire bien au-delà du département. Donc ça me va. Le principe, moi je ne veux pas garder les entreprises à tout prix sur ma commune. L'important c'est que les entreprises s'installent, qu'elles se développent, qu'elles restent sur le territoire, qu'elles créent une économie intéressante et bien sûr qu'elles emploient. Et c'est exactement ce que fait ATS. Donc non, je ne suis pas effondrée de les voir partir et j'espère qu'ils garderont toujours au fond de leur cœur qu'ils ont démarré ici à Lioujas. Alors il fait bon vivre, on va dire, sur la commune de La Loubière parce qu'on a vu récemment, beaucoup de maires attendent ça, un petit peu comme le guide Michelin, on va dire, sur le JDD avec le classement, et votre commune s'en sort bien. Oui, c'est la deuxième fois en fait que la commune de La Loubière sort première du département dans la catégorie des villages. C'est la première fois par contre qu'on a ce niveau au niveau national puisqu'on est rentré 50e au niveau national. Alors, très honnêtement, on n'y pense pas toute l'année. On ne travaille pas pour être bien classé dans le JDD. Mais c'est vrai que quand ce palmarès sort des villes et villages où il fait bon vivre, quelques jours avant, d'ailleurs, on reçoit un courrier. Ils ne nous disent pas sur le courrier comment on est classé, mais ils nous disent attention, vous allez voir, vous êtes bien classé. Ça fait toujours plaisir parce qu'on se dit qu'on n'a pas tout raté sur la commune. Les critères, en plus, il y a quand même 190 critères qui sont très fins. D'accord. Et donc, ça prouve quand même que le travail est fait. Après, très clairement,
c'est pas que grâce à la mairie, à la municipalité. On a la chance d'avoir un tissu associatif très dynamique, avoir des gens très engagés. Enfin, on a quand même beaucoup d'avantages ici qui font que voilà, le classement est ce qu'il est. On en est très fiers. Mais c'est vrai qu'on ne vit pas avec ça toute l'année, mais c'est une fierté, comme vous le dites, comme pour le guide Michelin. Voilà. Oui, quand vous parlez des associations, comme par exemple au niveau sportif, vous avez le ping-pong, vous avez également foot Comtal. C'est très important pour une commune, le monde associatif. Oui, c'est très important. On a la chance effectivement d'avoir de nombreuses associations. On pourrait citer aussi le tennis. On a un gros club de tennis aussi et on a un gros foyer rural en fait qui regroupe énormément d'activités, du théâtre, de la danse, du sport, de la patine, de l'art floral, enfin bref. Donc tout le monde, du plus jeune au plus vieux, peut trouver de quoi faire sur la commune. Mais c'est vrai que par contre c'est indispensable d'avoir des associations dynamiques. La difficulté c'est d'arriver à trouver suffisamment de monde pour animer ces associations, des bénévoles. On sait que l'engagement bénévole c'est comme l'engagement pour les élus. Il y en a de moins en moins. Des gens qui ont envie de donner du temps, parce qu'en fait quand on est ou élu ou bénévole, c'est qu'on aime quelque chose, soit les gens, soit son village, soit le foot, le tennis ou autre chose, mais on le fait par passion, par envie de donner. Et ça s'étiole un petit peu et c'est bien dommage. Donc on a besoin de gens pour continuer à s'engager dans ces associations qui font vivre nos villages. Alors le planning de Madame le maire, vous parlez de temps justement, vous entre le conseil départemental, la mairie, et puis vous êtes également directrice de l'association départementale des maires. Ça fait un gros planning. Ça fait un gros planning. Alors certains vous diront trop gros planning, peut-être ils ont raison. En fait, il faut peut-être revenir au début de l'histoire. Si je suis devenue élue, c'est parce que depuis fort longtemps, depuis 1995, je m'occupe des maires en fait. Et mon métier premier était de former les maires à faire, non pas leur métier parce que c'est pas un métier, mais en tout cas de remplir leur mission. Et très honnêtement, jusqu'à 2001 que je sois élue, je pensais tout savoir sur le fonctionnement des communes, comment on pouvait gérer une commune, comment il fallait faire. Je pensais très sincèrement tout savoir. Et quand mon prédécesseur, du coup, Henri Miramont, est venu me chercher en 2001 en me disant « mais vous savez tout puisque vous fermez », je pense que je me suis sentie un peu pousser des ailes, en me disant « oui, il a raison, moi je sais tout puisque c'est moi qui dis au maire comment il faut faire ». Donc je suis venue avec lui et je me suis très vite rendu compte au bout de quelques semaines, je suis tombée de l'arbre, comme dirait l'autre, en me disant que ce que j'essayais d'expliquer aux élus qu'ils devaient faire, non pas qu'ils pourraient faire, parce que j'étais juriste, donc je leur disais ce qu'il fallait faire, je me suis rendu compte qu'en fait c'était bien écrit dans les textes, mais que la plupart des choses étaient difficilement exécutables telles que c'était écrit. Donc ça m'a aidé dans mon métier déjà, où je me suis rendu compte qu'il fallait un peu que je change les choses dans mon métier et essayer d'apprendre aux maires à faire au mieux, avec les exigences, mais aussi avec ce qui les empêchements de faire qu'ils pouvaient avoir. Donc ça m'a beaucoup aidé. Et tellement bien qu'en 2008, quand Henri Miramont m'a dit « Est-ce que tu prends ma place en 2008 ? Moi j'arrête », j'ai dit « Non, là il va falloir refaire un tour parce que je me sens pas prête ». En fait, c'est vrai qu'on n'est pas des professionnels, c'est pas un métier, on le fait avec le cœur, comme on est président de l'association du club de foot. On le fait parce qu'on pense un peu sûrement le savoir, on a envie de donner du temps, mais effectivement, après c'est chronophage. Alors le fait de se retrouver à la vice-présidence de la communauté de communes, un peu de fait, généralement ce sont effectivement des maires qui prennent les vice-présidences de la Comcom. Moi je l'ai pris pour être très associé surtout à Nicolas Bessières, notre président qui est quelqu'un d'exceptionnel, qui donne beaucoup, qui fait beaucoup, et il m'a confié la gestion du personnel. Ça me va parce que c'est pas très chronophage, très clairement. C'est des sujets qui sont au long cours, mais sur lesquels on a beaucoup de personnel qui s'occupe de ça et des équipes très professionnelles, donc c'est pas chronophage. Et ensuite, le département, c'est une vraie passion. Là, par contre, j'y étais par amour profond de mon département. Moi, j'ai fait partie de ces Aveyronnais qui sont revenus dans l'Aveyron alors que les parents étaient partis, et donc je suis née hors de l'Aveyron, ce que j'aime pas dire du tout. Mais en fait, quand je suis revenue dans l'Aveyron, et j'avais donc 10 ans, et je me suis juré que de ma vie, plus jamais je quitterai l'Aveyron. Et quand donc la première fois Jean-Claude Luche m'a proposé en 2015 de partir au département, j'ai dit il faut que j'aille parce que j'aime tellement l'Aveyron que je suis sûre que j'ai des choses à faire pour l'Aveyron. Voilà, donc oui, tout ça c'est chronophage, mais quand on le fait avec passion, tout arrive à s'imbriquer. J'ai la chance d'avoir en plus des collaboratrices au niveau professionnel
qui sont très engagés et qui travaillent avec moi par SMS, par mail, par tous les moyens modernes aujourd'hui de communication, chose d'ailleurs qu'on n'aurait pas pu faire il y a quelques années. Tous ces outils-là nous aident à gérer, j'ai envie de dire, tout à la fois. Et en fait, comme aucun des quatre n'est quatre fonctions totalement différentes, chacune de mes fonctions m'aide à gérer l'autre. Et je suis passionnée par ce que je fais. D'accord. Donc le cumul des mandats, c'est au contraire, c'est quelque chose qui est bien quand même. Moi, je suis plutôt favorable globalement au cumul des mandats parce qu'on s'aperçoit quand même que, ce que je vous disais il y a quelques minutes, c'est que de l'un à l'autre, on apprend en fait à gérer une chose par rapport à l'autre. Et les choses ne peuvent pas être décorrélées. On ne peut pas être attaché à son département si on connaît mal les communes, on ne peut pas être attaché à sa Comcom si on n'est pas dans une commune, ainsi de suite. Donc je ne suis pas du tout opposé, même au contraire, au cumul des mandats. Dans la limite, bien sûr, il y a certainement des choses que l'on ne peut pas faire et qu'il ne faut pas faire. Mais on le voit aujourd'hui, ce qui se passe, pour parler du niveau national, la problématique du cumul des mandats a sorti les gens du terrain, mais c'est exactement ce que je vous disais tout à l'heure. Quand en 2001, on est venu me chercher, que je pensais tout savoir alors que je n'avais jamais été élu, mais que je formais les élus, je suis tombée de l'arbre. Moi, je suis sûre que le député qui a été élu, donc à l'époque où on a enlevé le cumul des mandats, qui pensait tout savoir, quand on lui a expliqué qu'il fallait qu'il fasse la loi, et en particulier certaines qui concernaient les communes, c'est impossible qu'il ait eu le raisonnement de savoir si ça allait être faisable au niveau du terrain. C'est pas possible. Quand on n'a pas les pieds dedans, c'est impossible. Moi, je comprends quelquefois les administrés qui nous disent « Ouais, mais pourquoi tu as fait ça? C'est pas bien, il fallait pas le faire comme ça. » Parce qu'ils peuvent pas savoir. Tant qu'on n'a pas mis les pieds dans un conseil municipal à gérer des petites choses au quotidien, on ne peut pas savoir. C'est pas possible. Donc le cumul des mandats a un intérêt. Il a un intérêt. Après, bien sûr, on peut parler du sujet du cumul du coût des indemnités, parce que je pense qu'en fait le sujet, il est plus sur le cumul des indemnités que le cumul des mandats. Ce qui irrite les gens, c'est ça. Mais ça, c'est tout à fait gérable. On peut tout à fait limiter les indemnités. D'ailleurs, ça c'est fait dans la réalité. Ça me pose pas de problème. D'accord. Là, on va parler plus maintenant au niveau département. Récemment, vous avez reçu Madame Chauffour-Rouillard, la préfète. Quand on est maire, quelle relation on a avec la préfecture pour sa commune? Alors, on essaye d'avoir les meilleures relations du monde, parce que l'un ne peut pas fonctionner sans l'autre. À chaque fois qu'un nouveau préfet ou une nouvelle préfète arrive, c'est vrai les maires, on a tous très envie de faire connaissance, de parler de ces problématiques. Très honnêtement, l'Aveyron n'est pas un département difficile. On a cette chance-là que je pense que la plupart des communes sont des communes qui fonctionnent bien avec les préfets, et on a besoin d'une relation saine, directe, parce que le préfet a des obligations et forcément qu'il doit les mettre en œuvre quelquefois face à nous et non pas à côté de nous. Donc ce qu'on essaie de faire effectivement les maires, et on a besoin de cette relation, et très honnêtement elle est bonne, avec tous les préfets que moi j'ai connus, il n'y a pas de difficulté, les choses s'installent et on arrive à travailler très bien avec eux très rapidement, mais c'est indispensable. Justement, vous étiez aussi aux côtés de la préfète un jour sur une opération de sécurité routière. Quand on est maire, qu'on reçoit un coup de fil pour un accident sur sa commune, c'est des moments compliqués aussi, quand on est maire. C'est des moments plus que compliqués parce qu'on n'y est pas préparé. On y a tous pensé, quand on a été élu, en se disant si un jour j'ai un accident, comment je vais faire? Alors on s'est préparé. On s'est préparé à l'idée, ouais, je dirais ça, je ferais ça, je m'y prendrais comme ça, j'irais même habiller comme ça pour pas choquer. Le jour où ça arrive, on ne sait plus, on est en panique totale, il n'y a pas d'autre mot, parce qu'en fait, je le redis, on n'est pas des professionnels de rien du tout, quoi. Donc, on est en panique. Aller dire à une maman, à un papa, votre fille vient de se tuer sur la 88, ou je ne sais où, enfin, c'est insupportable. Je n'ai jamais eu les mots, j'ai eu à le faire plusieurs fois, c'est d'une violence rare. On crée un lien en plus très particulier après derrière avec cette famille à qui on a été dire la mauvaise nouvelle. Moi j'ai un papa qui m'appelle, qui n'est pas du tout de l'Aveyron, qui m'appelle de temps en temps pour rien. Je pense que je suis le dernier lien, il sait que je suis la dernière personne qui a vu son fils vivant, entre guillemets, ou en train de mourir. Je ne sais pas justement si c'est le fait qu'il était en train de mourir ou vivant, vous voyez ce que je veux dire? Oui. Et ce monsieur, une fois par an, 2 fois par an, m'appelle pour parler de rien. Voilà, comme si c'était devenu un ami. Je ne le connais pas, je ne l'ai jamais vu. Je n'ai eu qu'au téléphone pour lui annoncer la mauvaise nouvelle. Il y a un lien particulier qui s'est créé avec ce monsieur. Je sais que je suis peut-être le seul, non pas moment d'apaisement, mais je ne sais pas comment le dire. Quand il m'appelle, je sens que quand il raccroche,
il est un peu mieux qu'au début de la conversation. Donc en fait, cette difficulté-là, honnêtement, on n'est pas formé. Moi, je prie, entre guillemets, tous les jours pour qu'on arrive à sortir ce 88, parce que si on doit économiser, entre guillemets aussi, qu'une seule vie, ça vaudra le coup. Parce que c'est insupportable pour un maire d'être appelé sur ce genre de moment, de situation. Tout à fait. On part sur l'actualité nationale. On a vu récemment qu'il y a beaucoup de soutien auprès du maire de Béziers, avec ce qui se passe au niveau d'un refus de mariage au QTF. Votre position sur ça, vous, justement, en tant que maire? Oui. Alors, en tant que maire, c'est vrai que le sujet est difficile parce que les gens prennent nos mots toujours d'un côté purement politique. Moi, très honnêtement, qu'il s'agisse de Ménard ou de Mélenchon ou de je ne sais qui, ma remarque serait la même. Ce qui est absolument insupportable dans le cas présent de Ménard, mais c'est pas le premier, hein. Il y en a des dizaines, là on focalise un peu parce que Ménard est peut-être plus connu que les autres, c'est qu'en fait on nous demande, quand on marie des gens, vous savez, quand on marie quelqu'un sur notre commune qui a été chercher une africaine, j'en parle parce que ça m'est arrivé récemment, on nous demande de faire une enquête, une enquête très sérieuse, hein, c'est des dizaines de pages, hein, pour savoir si le monsieur que vous avez en face, que vous connaissez très bien, parce que c'est quelqu'un du village qui est né ici, pour le cas auquel je pense et il se reconnaîtra, il est chef d'entreprise. Il a fallu que je mène une enquête sur lui comme si c'était le premier des criminels. Pour savoir s'il pouvait épouser une dame que je ne connaissais pas, qui était donc en Afrique, que j'ai eu au téléphone, avec qui j'ai échangé pendant des heures, pour savoir si c'était un mariage blanc ou si finalement il l'aimait vraiment. Mais avec des questions, je vais être dur, d'une débilité incroyable. Et à la fin de ce document, donc, je dois dire, ben non, c'est pas un mariage blanc, je suis d'accord pour les marier, parce qu'en fait, on n'a pas le choix, mais oui, il est possible de marier. Et si ça me plaît pas, sinon j'envoie au procureur qui, lui, va faire la décision. Donc, on nous demande d'un côté, vraiment de mener une véritable enquête pour savoir si c'est pas un mariage blanc. Là, dans le cas de M. Ménard, on a un OQTF qui donc doit quitter le territoire, son seul moyen de rester sur le territoire, c'est de se marier. On peut quand même se poser la question, et c'est ce que l'on nous demande normalement, de savoir si c'est pas un mariage blanc. Sur la légalité du mariage. Sur la légalité du mariage. Après, on est d'accord, hein, selon la Constitution, on doit les marier quand même. On doit marier le dernier des criminels s'il le demande. Mais quand même, quoi. On ne peut pas nous demander d'un côté de faire une enquête sur quelqu'un qui veut se marier, et de l'autre côté dire, là je le sens pas, donc je ne veux pas les marier. Enfin, il y a un moment, alors effectivement, on peut dire il a fait une erreur, il aurait dû demander au procureur, enfin bon, pourquoi pas. Mais il arrive un moment, quand les échéances, l'administration et le système est trop long, moi je dis il faut que les maires soient courageux, et ça c'est pas facile, parce qu'il risque sa place, il risque son prochain mandat, on doit faire ce genre d'action. Et si demain ça devait m'arriver, je le ferai. Et je le redis, ça n'a rien de politique. Alors, effectivement, je me suis fait attaquer sur les réseaux, au moins par une personne qui a expliqué qu'elle voyait maintenant ma véritable couleur politique. Je pense que je me suis jamais caché de ma couleur politique. Je ne suis pas RN, je ne le serai jamais. J'ai toujours été de droite, je l'assume, mais je le redis. Si le maire avait été de gauche, d'extrême gauche, j'aurais eu la même réaction, exactement la même. C'est cette colère en fait qui me fait dire que on nous demande blanc d'un côté, noir de l'autre, et en fait on n'a pas le choix que de mettre, je sais pas comment dire, mais que de mettre le pays aussi un peu en sécurité, ou en tout cas de se poser la question. Qu'est-ce qui se serait passé s'il l'avait marié et que le lendemain il y a eu vraiment un souci? Il serait passé quoi? Ou que le lendemain on se rende compte que finalement c'était un mariage blanc, il serait passé quoi? On l'aurait accusé de tous les maux alors qu'il savait qu'il était sous QTF, etc., etc. Bon, c'est peut-être plus un procès politique ou un procès d'intention qu'autre chose. Mais le fond de l'histoire, oui, je défendrai toujours un maire dans ce cas-là. Et c'est vrai qu'on voit que les maires ont des tâches de plus en plus lourdes et ça devient compliqué de gérer les communes maintenant. Oui, ça devient compliqué parce que je pense qu'on a un effet qu'on n'avait pas avant, c'est que les gens, d'une manière générale, dont je fais peut-être aussi partie, je ne sais pas, mais c'est possible, on respecte moins l'autre. Alors, on a beaucoup parlé de l'agression des élus. Oui, pourquoi pas. C'est vrai que les maires se font un peu agresser. Mais aujourd'hui, qui ne se fait pas agresser? On agresse le médecin, on agresse la caissière au supermarché, on agresse les pompiers, les gendarmes. Enfin, dans le temps, j'ai l'impression de parler comme une vieille là. Mais moi, je me souviens dans mon village, à Saint-Geniès, mon village d'origine, j'avais comme tous les copains une mobilette. Quand on croisait les gendarmes, on se tenait à carreau, quoi. Et s'ils nous arrêtaient,
eh bien, on s'arrêtait, puisque déjà, on n'avait pas grand-chose à se reprocher. Si éventuellement, on avait un truc à se faire reprocher, on se prenait une bonne engueulade. Parce qu'en plus, comme c'est dans les villages, ils connaissaient les parents, ils allaient expliquer. Mais on n'avait pas cette peur-là. Et aujourd'hui, la peur du gendarme, elle existe quand même, sauf que quand on se rebelle face à ça, alors effectivement, on engueule l'élu, ce qu'on ne faisait pas avant. Mais je crois que la passion, malgré tout, doit prendre le dessus. Franchement, être élu, c'est passionnant. Moi, j'invite, en plus, on est à 1 an des élections, donc vous tombez très bien. Oui. Moi, j'invite tous ceux qui ont envie de s'engager un peu. On ne demande pas à tout le monde de savoir tout faire. Moi, je ne sais pas faire grand-chose, d'ailleurs. Non plus, je suis entourée que de gens qui savent un petit bout. Et un petit bout de chacun fait qu'on y arrive. Moi, j'engage tous ceux qui ont envie de donner un peu de temps pour la commune de la Loubière à venir me voir. Dans 1 an, il y aura les élections. On doit monter une équipe de 19 élus. En plus, on était à 15 jusque-là, on passe à 19. Mais s'ils ont envie qu'ils viennent, et on ne parle pas politique, on ne parle pas de droite, de gauche, de milieu ou de je ne sais où, on parle du village. On l'a suivi on l'a relayé sur Aveyron TV. Le budget du département a été adopté. Là aussi, votre regard sur ce budget, sur le fonctionnement? Alors on a la chance dans notre département, je pense que depuis des années, le département a toujours été bien géré. Que ce soit les prédécesseurs d'Arnaud Viala ou lui aujourd'hui, le département est quand même très très bien géré. On a toujours réussi à sortir des projets et des finances qui nous permettent d'assumer justement nos projets. Donc aujourd'hui, on part sur un projet à nouveau ambitieux, mais qu'on avait déjà affiché en 2021 quand on a été élu. On a lancé nos 12 défis. Aujourd'hui, nos 12 défis sont tous lancés. Certaines demandent forcément beaucoup plus de moyens financiers que d'autres. Je pense toujours pareil à la 88, mais ce projet-là, il est valable pour tous les Aveyronnais. Et on a mis comment dirais-je, notre projet aussi est beaucoup basé sur la jeunesse, quels que soient les dossiers, qu'il s'agisse d'environnement, qu'il s'agisse de route, qu'il s'agisse de culture, de sport. On est très branché sur la jeunesse parce que c'est l'avenir de notre département. De temps en temps, on essaye de nous rabâcher que le département vieillit, etc., etc. Donc l'avenir de notre département, comme du pays bien sûr, mais c'est la jeunesse. Donc on met beaucoup de projets sur la jeunesse, beaucoup de moyens sur la jeunesse. Et moi qui ai la chance de m'occuper des collèges de l'enseignement supérieur, on a mis pour les années qui viennent des montants sur les collèges et sur la jeunesse comme ça n'a jamais été fait auparavant. On a quasiment multiplié par 10 les montants qu'on pouvait y mettre. Donc je pense que ça prouve d'un véritable engagement envers la jeunesse. Toutes les politiques jeunesse d'une manière générale. Donc je suis fière d'être dans cette équipe du président Viala, avec la dynamique qu'il peut insuffler, même si quelquefois il a un rythme tellement soutenu qu'il est difficile de le suivre. Avant de passer à une dernière question plus personnelle, votre regard et vos projets pour la commune sur l'avenir? Mes projets, ce serait d'arriver à continuer, peut-être, très honnêtement, j'avais émis l'idée d'arrêter en 2026 la mairie. Alors, c'est pas porté par la foule que j'ai envie d'y retourner. Je me dis qu'au final, j'ai peut-être encore quelque chose à faire. J'ai 2 ou 3 idées que je voudrais essayer de porter avec une équipe. Alors, celle qui est aujourd'hui, bien sûr, que je mets personne de dehors, tout le monde est le bienvenu pour rester. Et avec quelques nouvelles entrées qui vont nous permettre justement peut-être de nous faire un peu le bilan de ce qu'on a fait pendant 2 mandats et de mener avec nous des nouveaux projets pour cette commune qui je pense mérite encore quelques aménagements liés en particulier à cette nouvelle population qui arrive, parce qu'on est une des rares communes de l'Aveyron où en fait notre population continue d'augmenter, mais continue d'augmenter par les jeunes. En fait, nous, ce sont des jeunes essentiellement qui viennent s'installer sur la commune. Donc ça veut dire, qui dit jeune, dit certains services, en particulier je pense liés au sport. Je pense qu'on a encore beaucoup de travail à faire sur l'aménagement des équipements sportifs d'une manière générale. Donc il est vrai que le prochain mandat, j'aimerais assez qu'il puisse se tourner vers le côté jeune, sportif en tout cas, culturel. Je pense qu'on a des choses à faire. Côté bâtimentaire ou aménagement des villages, on en a fait beaucoup. Et il nous reste à finir quelque chose que j'avais lancé au début de mon premier mandat en me disant... Avant la fin des mandats que je ferai, je veux que ce soit fini. C'est l'enfouissement, par exemple, de tous les réseaux aériens qui gâchent la beauté de nos villages. Donc ça, je veux absolument arriver à ce qu'on le finisse. Et c'est en bonne voie. D'accord.
Alors, question plus personnelle et plus familiale. Votre mari gère le rallye du Rouergue. Oui. Alors, à la maison, le soir, on parle sport auto ou politique? Alors, on parle un peu des deux. En fait, sport auto, on en parle depuis... donc, ça fera 40 ans au mois d'octobre que je suis avec mon mari. Et on s'est connus en fait sur les routes aveyronaises. Lui, il courait de son côté, moi du mien. En fait, c'est le sport automobile qui nous a réunis, donc ça fait 40 ans qu'on parle de sport automobile. Un peu plus, effectivement, depuis qu'il a pris la présidence du Rallye du Rouergue, même si c'était quelque chose qu'il n'avait pas du tout prévu, ni imaginé, ni quoi que ce soit. Aujourd'hui, il ne le regrette pas. C'est ce qui lui a permis d'ailleurs aussi finalement de prendre sa retraite, parce que je pense qu'il ne s'imaginait pas non plus être un jour à la retraite. Et finalement, la présidence du Rallye du Rouergue, qui est très chronophage, le passionne profondément. Donc, on parle finalement à la maison peut-être plus rallye que politique, même s'il suit beaucoup ce que je fais, il me soutient énormément. Et je pense d'ailleurs qu'il y a encore aujourd'hui, quand j'essaye de dire à mes enfants ou à mon mari, je crois que 2026 je vais arrêter, en fait ils n'imaginent pas quoi. Et je pense encore plus peut-être mes enfants me disent mais arrêtez, eux ils ne m'ont connu qu'élu en fait, donc mais tu peux pas arrêter, tu supporteras pas. Ils ont peut-être un peu raison. Ça reste un soutien. Ça reste un vrai soutien. Ça reste un vrai soutien. Mais c'est vrai que la passion du sport automobile, elle reste ancrée. Donc on en parle quand même très régulièrement. Toute la saison est relancée, là, alors c'est reparti. Bon, Madame le maire, merci beaucoup de nous avoir reçus. Merci à vous. On aura l'occasion sans doute de revenir un jour sur votre commune. Avec mille plaisir, voilà. Ouais, avec mille plaisir. Vous aurez plein de choses à faire, peut-être justement des reportages intéressants sur nos associations dynamiques. Ça marche. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci, à bientôt. À bientôt. Au revoir.